Bienvenue dans la série d'épisodes Canary Call dédiée aux entreprises Bicorp. Je suis avec Augustin Boulot, le délégué général de Bilab France. Chez Bicorp, nous avons la conviction que les entreprises qui font attention à leur impact social, sociétal et environnemental font partie de la solution. Avec Canary Call, j'amplifie la voix des gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Au cours de ces épisodes, nous allons donc rencontrer les personnes qui ont déclenché et qui portent la démarche Bicorp au sein de leur entreprise. Des personnes, des entreprises qui souhaitent être les meilleures pour le monde et non les meilleures au monde. Bonne écoute. Bonjour Thomas. Salut Perrine. Toi, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi ? Ça commence bien. Écoute Perrine, je crois que spontanément j'ai envie de te répondre le caméléon. Déjà les animaux de type reptile m'ont toujours intéressé et je trouve que le caméléon, par sa capacité à s'adapter à ses environnements, nous dit beaucoup du monde qui se dresse face à nous et de la façon dont on va devoir se montrer très très résilient dans les années qui viennent. Pour pouvoir s'adapter et rester positif, optimiste et inventer des solutions qui répondront aux grands défis qui se dressent face à nous. Bien, un caméléon. Et quel est ton métier aujourd'hui ? Eh ben, peut-être que je peux y trouver une forme d'analogie avec le caméléon. Aujourd'hui, je m'occupe donc chez Nursis, qui est une entreprise de services numériques de 600 personnes, de la mise en œuvre de la politique environnementale, mais plus largement des réflexions que l'on mène autour de la façon dont l'entreprise peut s'engager pour répondre à ces enjeux sociétaux, mais à travers son business. Mon chemin, et on l'évoquera sans doute après, fait que depuis toujours, je me suis intéressé à ces sujets de l'engagement de l'entreprise, historiquement à travers par exemple la RSE. Mais aujourd'hui, il faut qu'on accélère fortement et la façon dont les entreprises parviennent à répondre à des enjeux de société à travers leur activité commerciale me semble être un super levier pour améliorer, renforcer considérablement leur engagement et aligner leurs propos à leurs actes. Alors tu dis que cette notion d'engagement vient de loin. Tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petit ? Bah, je crois que quand j'étais petit, ça risque de peut-être peu original, mais je crois que j'aurais voulu être footballeur. J'en ai fait pendant longtemps, en club. Étant gamin, ça m'occupait beaucoup. La semaine, les week-ends, ça me permettait de m'évader quand j'aimais pas trop mes cours à l'école. Voilà, donc c'était un sacré échappatoire et une vraie passion. Par contre, ce que ça m'a apporté, et ça, je crois que c'est un vrai plus qu'il faut pas oublier dans ce sport et dans bien d'autres, c'est que ça m'a permis de côtoyer des gens d'univers complètement différents. Ça m'a permis de voir toute la beauté de la diversité de ce pays, de profiter de gens qui avaient grandi dans d'autres régions du monde. Et ça, je crois que ça m'a permis de toujours garder les pieds sur terre et de voir les choses un peu différemment que certaines des personnes que j'ai pu fréquenter par la suite. Et quand tu seras grand, tu voudras faire quoi ? Bah écoute, j'ai envie de te dire que je pense que j'aurais envie d'être papa déjà, puisque d'ailleurs c'est ce qui va bientôt m'arriver. Ah, Euh, félicitations ! et il paraît que c'est quelque chose qui rend très heureux, mais très fatigué aussi. Donc je tâcherai de trouver le bon équilibre. Et puis non, plus sérieusement, en tout cas par rapport à ma trajectoire professionnelle et à ces fameux enjeux, bah, c'est de tout faire à mon niveau et avec toute l'énergie et la sincérité que nécessaire, euh, de contribuer à une évolution positive de la façon notamment dont les entreprises agissent, dont on peut mobiliser les citoyens qui travaillent dans ces entreprises, qui travaillent dans des organisations non gouvernementales, dans des associations, de contribuer à cela pour qu'on puisse avoir une perspective d'avenir qui soit un petit peu plus réjouissante que celle qui se dessine, et cela va prendre une importance d'autant plus forte que bientôt, en tant que papa, je crois que c'est un sentiment qui prévaudra encore plus. Et tu as démarré ta carrière directement dans le domaine du développement durable ? Alors la petite histoire, c'est que presque, mais non. Euh, j'ai fait une école de commerce et à cette époque-là, il y avait aucun cursus, aucune spécialisation possible sur le développement durable, par exemple. D'ailleurs, ça commence à peine à se mettre en place, hein. Je trouve qu'au niveau des écoles, il y a matière à aller beaucoup plus loin aussi.
Et d'ailleurs, c'est la demande de plus en plus de jeunes. Et donc, cela m'a amené à faire des études dans cette école de commerce, de marketing, plus par défaut que par pure conviction. Et en fait, à la fin de ce cursus-là, j'avais deux choses qui m'intéressaient beaucoup, c'était la technologie et l'écologie. Et puis j'ai eu moins de mal à trouver un stage dans la technologie, donc j'ai atterri dans une régie publicitaire spécialisée sur les smartphones, me disant avec l'essor des mobiles, c'était autour de 2009, avec l'essor du smartphone, si ce stage se passe bien, j'ai une belle voie toute tracée pour bien gagner ma vie. Et puis en fait, ça a été la désillusion absolue sur tout un univers qui me convenait pas du tout. Et ça a été très dur à vivre à l'époque, mais je crois que c'est la meilleure chose qui a pu m'arriver parce que à la sortie de ces 6 mois, je n'avais jamais été aussi sûr de ce que je voulais pour mon avenir et de ce que j'avais envie de faire dans la vie. Et c'est là que j'ai tout mis en place pour pouvoir aller vers ces thématiques de l'engagement et de l'écologie. Et comment tu t'y es pris? Eh ben, j'ai sorti les rames. J'ai sorti les rames pour commencer, hein, on va pas se mentir. Bah, ça va, J'ai t'étais sorti. déjà au-dessus de l'eau, si t'étais Ouais, avec des ouais, ouais, rames. oui. Ouais, alors à la sortie du stage, je sais pas si j'étais au-dessus de l'eau, mais en tout cas, j'ai sorti les rames parce que il n'est pas facile de trouver des trajectoires professionnelles intéressantes lorsqu'on n'a pas le bagage. Et je peux comprendre que les employeurs, que lorsqu'ils sont face à un jeune en début de carrière, se basent sur des fondamentaux qui sont les études. Et donc j'ai eu du mal à trouver pendant un an et demi. Il a fallu, je me suis beaucoup auto-formé, j'ai lu beaucoup de livres pour combler ce trou dans mon bagage. Et puis à force d'acharnement, de conviction, de volonté, j'ai fini par atterrir dans une première entreprise de conseil en RSE avant ensuite d'enchaîner pour le reste depuis 10 ans. Waouh! Bravo, d'avoir, su écouter tous les signaux, qui te disaient de changer, pendant le stage et à l'issue du stage. C'est déjà, incroyable de savoir écouter ça. Bah, il y avait des prémices. En fait, c'est le vrai déclencheur, c'est un livre que j'ai lu quand j'avais environ 18 ans, qui s'appelle 80 hommes pour changer le monde et qui est en fait un récit d'histoire de personnes à travers le monde, de dirigeants qui ont su réinventer les modèles, changer complètement la façon de voir les choses pour être beaucoup plus vertueux dans leur business et cela que ce soit dans l'hôtellerie, la pétrochimie, l'agriculture, enfin voilà, c'était un champ des possibles extraordinaire et je crois que ces jours-là, je me suis dit punaise quand je vois la façon dont les choses tournent, les informations constamment anxiogènes, les dérèglements climatiques qui se pointent, c'est extraordinaire de découvrir ça et ça donne beaucoup d'envie. Et donc finalement, l'erreur, c'est de m'être rendu compte trop tard que c'est vraiment ça que j'avais envie de faire. Parce que quand on est jeune et ado, on a plus envie de s'amuser qu'autre chose. En tout cas, c'était un peu mon cas, je crois, à l'époque. Et heureusement, le temps a fait son œuvre, la maturité s'est améliorée. Et puis, voilà, à la sortie des études, ou juste après, en tout cas, j'ai pu trouver ce chemin qui me convient très bien aujourd'hui. Waouh, trop tard, tu exigeant avec toi-même, parce que quand on parle, des crises de sens, de la quarantaine, toi finalement tu l'as fait, au tout début de ta carrière, donc bravo, bravo pour ça. Et donc ta 1re entreprise, tu as recruté pour tes convictions, si je comprends bien? Oh, bah, j'espère un peu aussi pour mes compétences, mais quoi qu'à l'époque, c'était peut-être encore difficile à percevoir. Euh, Bah oui, enfin des convictions et une motivation. Et d'ailleurs, on le retrouve chez nous maintenant, donc dans cette entreprise de services numériques dans laquelle je suis, c'est que notamment lorsque vous êtes face à des difficultés pour trouver des personnes qui répondent à vos attentes, il est une chose qui est essentielle en fait, c'est le potentiel, ce qui est d'ailleurs assez difficile à évaluer, à percevoir. Et à l'époque, et notamment parce qu'il y avait cette très très forte envie de m'investir dans des projets de conduite du changement, de consulting, que ce soit pour des PME, des grandes entreprises, à la limite à l'époque, qu'importe, fait que je crois que ça a permis de convaincre effectivement ces employeurs. Donc en l'occurrence, l'entreprise s'appelait Synergence à l'époque. Elle a été rachetée depuis par Deloitte. Elle a été englobée par Deloitte Développement Durable. C'était une belle boîte d'une trentaine de personnes à cheval entre Paris et Dijon et une belle aventure d'un peu moins d'un an, mais effectivement, je crois que
la conviction que c'était la bonne voie pour moi et la très forte envie de progresser, d'apprendre, notamment à travers du conseil, pour voir plein de cas différents, des interlocuteurs différents et avoir cette diversité qui allait me nourrir, ça a sûrement convaincu mes employeurs à l'époque de me donner ma chance. Ça doit aussi jouer sur ta façon à toi de recruter maintenant. Quand tu parlais de potentiel, comment tu fais toi aujourd'hui pour repérer ça? Alors, je ne suis pas en charge du recrutement, donc ça m'enlève une épine du pied. Non, mais en revanche, ça, à mon échelle, hein, ça se retrouve dans la façon de lancer, de conduire des projets finalement. Hein, c'est-à-dire que au-delà même d'accompagner, d'accueillir de nouveaux collaborateurs dans l'entreprise, il y a toutes les forces en présence. Et en l'occurrence, quand on est 600 comme chez nous, elles sont déjà très très vives et nombreuses. Et donc aujourd'hui, et pour essayer de répondre voilà avec précision à la question, lorsque par exemple on initie des projets autour de l'environnement, de l'écologie, compte tenu de l'attente grandissante des citoyens qui sont dans l'entreprise, mais et donc des salariés, c'est un enjeu fort parce que vous avez des personnes qui ont très envie de s'impliquer, d'autres beaucoup moins, et il faut trouver des équilibres, faire en sorte que tout ce petit monde cohabite de la meilleure façon possible. Et donc, savoir évaluer les potentiels, mais qui sont multiples, je crois que c'est aussi extrêmement important dans la façon dont on agit dans l'entreprise. Ça résonne beaucoup parce que moi qui me positionne en tant qu'agent de talent engagé notamment via le recrutement, je suis vraiment convaincue que voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais talent, c'est vraiment aussi la bonne personne au bon moment qui est alignée avec finalement l'énergie qui est en train de se passer sur les projets clés de l'entreprise. Mmh. Mais tu vois, si je peux te partager une expérience, enfin, ou d'ailleurs plusieurs, mais surtout un chemin personnel dans l'entreprise et dans ma capacité à convaincre et à embarquer un maximum de monde, par exemple, autour des enjeux écologiques, c'est qu'en fait, lorsque je suis arrivé il y a à peu près 4 ans, je suis arrivé pour piloter la stratégie RSE de l'entreprise, qui s'appelle la performance globale. Donc Et quand tu es arrivé chez Norcis, hein, tu chez veux dire, Nursis, il y a 4 ans, ouais, tout à fait. On avait donc cette stratégie de performance globale, de RSE. Donc d'une part, c'était de contribuer à l'amélioration continue, et d'autre part, c'était d'accompagner des clients qui, voyant ce qui se passait chez nous, nous disaient on a très envie de travailler avec vous parce que vous êtes des faiseurs, et donc on aimerait bénéficier de votre expérience. Euh, et en fait, à titre personnel, moi j'ai eu une forte prise de conscience il y a 3 ans et demi. Voilà, des choses qui se passent dans la vie qui font que tout d'un coup on se dit maintenant faut accélérer, et dans ma vie personnelle à partir de 2016-2017, j'ai vraiment voulu changer beaucoup de choses pour être beaucoup plus vertueux, très vigilant sur mes consommations d'énergie, mes achats, la façon de m'alimenter, etc. Aller beaucoup plus loin que ce que je ne faisais pour être aligné. Et en fait, ça devient quelque chose de presque viscéral, hein, c'est-à-dire qu'on a le sentiment de contribuer à quelque chose de tellement important que ça peut un peu prendre aux tripes. Et je crois que ça m'a desservi à certains moments dans la façon dont j'ai évolué dans cette entreprise, parce que chemin faisant, l'écologie, qui était un territoire inoccupé d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un responsable ou un leader de ça dans l'entreprise, eh bien, par conviction, par implication, progressivement, j'ai pris en charge un certain nombre de choses chez Norcis, mais parfois avec beaucoup trop d'entrain ou d'envie d'aller vite. Et ça c'est une erreur, parce que concrètement, lorsque vous avez un objectif qui est d'embarquer le plus grand nombre de personnes possible, et que vous n'êtes pas suffisamment à l'écoute, que vous n'êtes pas suffisamment dans la co-construction, que vous ne laissez pas suffisamment de temps au dialogue, et ben vous ratez pas mal de marches, et on a fait des progrès franchement super sur les 3 dernières années. Mais je sais que la première année où j'ai commencé à avoir ce périmètre dans mes responsabilités, il y a eu quelques ratés. parce que finalement, toi, tu as eu un parcours plutôt dans le conseil RSE. Et comment tu es arrivé chez Norcis? Qu'est-ce qui t'a amené à cette entreprise? Ce qui m'a amené à cette entreprise, en fait, c'est que je suis tombé dans la marmite étant petit, puisqu'elle a été fondée par mon père il y a 25 ans.
Et à la sortie des études, j'avais deux options. J'avais une proposition pour rejoindre l'entreprise, mais je voulais absolument aller chercher ce rêve en fait qui était le développement durable, et l'entreprise, aussi engagée soit-elle, étant une entreprise de services numériques, je ne l'associais pas directement à ça. C'est ce qui a fait que j'ai un peu ramé pour aller travailler dans le conseil et faire cette petite dizaine d'années qui m'a énormément servi. Pour caricaturer, je disais souvent aux gens, en quelque sorte, j'ai déjà un nom, j'aimerais me faire un prénom. Voilà, je veux pas être le fils de Sylvain Brezard, j'aimerais être Thomas. Et ça, je crois que c'était un choix plutôt pertinent et important, en tout cas pour moi, qui a fait que donc j'ai pu faire ces années de conseil. Et puis un jour, notamment lorsque j'ai commencé à vouloir accélérer fortement dans ma façon de m'engager, je me suis dit bon, le conseil, c'est très bien, ça m'a apporté beaucoup, j'ai pu découvrir plein de choses, mais malheureusement et bien souvent, lorsque on fait du conseil, il manque une brique. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai souvent constaté, c'est la brique conduite du changement. Il faut des gens pour conduire le changement dans l'entreprise, et lorsque l'on vend du conseil, on ne vend pas la conduite du changement, ou en tout cas assez peu. On vend des audits, on vend des analyses, on vend des rapports, hein, mais rarement un temps plein ancré dans l'entreprise pour observer, analyser, accompagner, transformer. Et ça me manquait cruellement. J'avais envie de faire davantage, et donc c'est là que je suis retourné voir mon père et je lui ai dit, écoute papa, je crois que l'heure est venue. Euh, il y a un très très beau terreau fertile chez Norcis. Il y a des nouveaux sujets qui sont en train de poindre comme l'entreprise à mission, la certification B Corp, et puis maintenant on a nous-mêmes été à l'initiative d'un nouveau modèle qui s'appelle la perma-entreprise. Eh bien allons-y ensemble. Moi je me sens prêt et je crois que le bagage que je me suis constitué sera très utile pour amener l'entreprise sur un autre niveau d'engagement et de performance dans l'engagement. Waouh! Ultra courageux parce que l'arrivée en tant que finalement le fils du patron pour conduire le changement, gros défi, j'imagine. Oui, enfin oui. Alors gros défi, mais néanmoins je voudrais, tu vois, apporter une mesure quand tu dis courageux, parce que oui, il en faut un petit peu évidemment. Et je vais revenir à mon histoire du foot de tout à l'heure. Quand je faisais du foot, je jouais avec des gens dont la famille de 10 personnes vivait dans 40 mètres carrés. Et oui, j'ai fait des choix courageux, mais j'étais dans le confort. Et et ça, tu vois, je tiens ardemment à ne jamais l'oublier. J'ai eu la chance de vivre, de grandir dans un cadre stable, euh, dans des conditions de vie agréables, ce qui a pas franchement été le cas de beaucoup de gens qui ont été des vrais amis quand j'étais ado. Quand je te disais, je crois que j'ai gardé les pieds sur terre grâce au foot, voilà concrètement pourquoi. Parce que je n'oublierai jamais cette chance que j'ai eue. Et donc oui, j'ai fait des choix courageux, mais c'est beaucoup plus facile de faire des choix courageux quand on est dans une forme de confort. Si je caricature pyramide de Maslow, quand tu as rempli les deux premières cases, oui, après c'est plus facile de changer de trajectoire professionnelle, c'est plus facile de prendre des risques. Donc Mmh. voilà, je modère un tout petit peu ça sous ce prisme parce que ça me semble important, voilà, de pas oublier cela. Et après oui, de me lancer dans cette aventure au sein de Norcis, et de prendre des risques, d'accepter les critiques, mais surtout pour moi, le plus important, c'était de faire preuve de beaucoup d'humilité, c'est-à-dire être engagé, vouloir prendre des initiatives, oui, mais surtout être légitime en m'investissant beaucoup, en travaillant, en gagnant la reconnaissance des autres de façon légitime par le travail, par la qualité de ce que l'on fait, par la capacité à se remettre en question, à accepter les critiques qui peuvent parfois être multiples et justifiées. Tu vois, Mmh. c'était ça aussi qui a, je pense, fait qu'aujourd'hui, et si je te reprends l'évolution de mon profil chez Norcis avec ce prisme écologique fort qui était même pas prévu au départ, c'est né aussi de ça. Voilà. Mmh. Bah, c'est vrai que, c'est important le point que tu soulèves sur, le confort, la sécurité,
qui est importante finalement pour être courageux et prendre des risques. Je suis assez persuadée que ça s'applique aussi finalement à toute l'équipe, à toute l'équipe de l'entreprise. C'est-à-dire que quand on veut conduire du changement, il faut d'abord créer un cadre de sécurité, un cadre de confiance, pour ensuite avoir le courage collectivement de prendre des risques. Et comment tu t'y es pris sur des sujets aussi chamboulants que l'écologie, que la transition en entreprise pour embarquer? Parce que le risque, c'était presque les gens te disent oui au regard de ton statut, mais qu'ils pensent non ou voilà, qu'est-ce que c'est que ce bisounours qui débarque, mais qu'il le fasse sans conviction, sans engagement, parce que juste il n'avait pas le choix. Donc comment est-ce que toi tu t'y es pris pour vraiment embarquer le collectif? Euh, Tu vois, alors en fait, si j'en reviens au début de tout ça et à des erreurs que j'ai pu faire en ayant peut-être pas suffisamment observé autour de moi ce qui se passait, c'est que en fait, on a décidé de mettre en place un projet dont la montée en puissance était inspirée de ce que font les startups. En fait, on a imaginé une méthode qui nous sert pour plein de projets d'ailleurs, qui s'appelle le Stay Up. C'est-à-dire que startup, c'est bien, mais une fois qu'on est debout, comment on reste debout? Et donc Stay Up, Stay up. voilà, c'est une démarche qu'on propose d'ailleurs à certains clients dans leurs projets numériques, etc. C'est-à-dire que c'est quand tout va bien qu'il faut réussir à se réinventer, parce que quand tout va mal, voilà, les entreprises qui n'avaient pas mis en place le télétravail parce qu'elles voulaient pas en entendre parler avant le Covid, je pense qu'elles ont passé des mois difficiles en mars 2020, après mars 2020. Nous, on l'avait mis en place 5 ans auparavant, de façon structurée pour les salariés qui le souhaitaient, 1 ou 2 jours par semaine. Bon, bah, le déploiement de tout ça et la généralisation de tout ça, globalement, c'est très bien passé. Voilà, pour prendre un exemple. Hmm. Et donc, en fait, autour de cette idée de stay up, on s'est dit, voilà, on voit bien qu'on a un nombre grandissant de salariés qui sont sensibles à ces sujets-là. Néanmoins, c'est pas le cas de tout le monde, et surtout, on a des personnes qui font face à des quotidiens parfois très différents. On a des équipes qui sont en régie chez nos clients, donc à temps plein, pendant parfois 2, 3 ans, parfois 3 mois, qui du coup ont des ordinateurs clients, des boîtes mail clients, et donc maintenir le lien avec eux, c'est très difficile, et surtout, ils sont soumis aux exigences du client pour le gros de leur temps. Et puis, on a des équipes qui sont dans nos locaux, avec lesquelles il est plus facile de maintenir le lien, des personnes qui ont des rôles support où ils peuvent gérer leur temps de façon beaucoup plus libre. Donc voilà, il faut savoir composer avec tout ça, et ça c'est très difficile. De fait, on s'est donc inspiré de cette méthode du stay up pour dire voilà, euh, faisons émerger une communauté de personnes qui sont motivées par le sujet, mais faisons-le de façon extrêmement frugale au départ. Donc la thématique c'est l'écologie. Euh, L'envie commune, c'est de pouvoir le vivre ensemble au quotidien dans l'entreprise, partager, apprendre les uns des autres. Et donc, pour commencer très frugal, bah, c'est simple, c'est ces collectifs de personnes. Donc, on a créé une communauté, on a organisé un système d'inscription. Il y avait évidemment un fonctionnement interne, on va dire, mais très simple au départ. Mais c'était, en gros, retrouvez-vous autour de ces enjeux écologiques et de cette envie que vous avez de progresser, d'apprendre sur le sujet. Faites-le autour de moments conviviaux, sur le temps personnel, hors temps de travail, et voyons ce qui se passe. Et Hmm. puis, il y a un facilitateur de tout ça, donc en l'occurrence, c'était moi. Et puis, assez naturellement, on a je crois qu'au départ, il y a eu assez rapidement 50 personnes qui ont dit spontanément, volontairement, oui, j'ai envie d'être de cette chose-là, j'ai envie de participer à ça, j'ai envie d'organiser un atelier de couture, un ramassage de déchets, de faire un débat sur les énergies, voilà, enfin ce genre de choses. Et puis voilà, ça a commencé comme ça, tu vois, de façon vraiment très frugale. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a renforcé le dispositif. Donc là, c'est un peu comme tu verrais dans la startup, l'amorçage, les levées de fonds, les différentes séries de levées de fonds, et puis l'internationalisation. Euh, Ben c'est un petit peu ce qui s'est produit voilà chez nous depuis 3 ans. Bon, avec un plafond de verre qui est que chacun a quand même un métier, un quotidien, donc il faut réussir à composer avec ça. Et évidemment, le but c'était pas d'en faire le sujet omnipotent de tout le monde tout le temps dans l'entreprise, mais d'en faire un enjeu central que tout le monde considère au quotidien d'une manière ou d'une autre. Comment vous gérez justement le temps et les objectifs par rapport à ces projets-là?
Bah, écoute, il y a différentes choses. Donc, il y a la communauté qui est vraiment dans un esprit de partage, de moments conviviaux. Donc ça, c'est quelque chose de très positif qu'il faut qu'on garde. Et d'ailleurs, en fin d'année dernière, lorsque l'on a sondé ce qu'on appelle chez nous les green makers, pour savoir finalement comment ils avaient envie de voir évoluer la communauté, parce qu'en 2020, partager ensemble des moments conviviaux, ça a été extrêmement difficile. Donc la communauté a pâti de la situation comme beaucoup d'autres activités, hein. Et puisque le temps personnel, il était à la maison avec les enfants. Enfin voilà, le contexte était quand même très différent. Il y avait plus les pauses déjeuner, les pauses café, ce genre de choses. Bien, il a fallu chercher à se réinventer. Et lorsque l'on leur a demandé, voilà, est-ce que vous souhaiteriez que la communauté se saisisse davantage de sujets qui sont au cœur de notre activité, et ça a été une surprise pour moi. La réponse a plutôt été non. On veut garder la communauté comme un espace de liberté et non pas comme une contrainte pour mener des projets en mode projet, avec des échéances, avec une certaine pression, avec des résultats attendus. Voilà, on veut garder cette liberté. En revanche, ce que ça là a fait émerger, et ça pour moi c'est une des plus belles réussites qu'est la nôtre, c'est que il y a eu une vraie prise de conscience dans toute l'entreprise, et notamment de par toutes les personnes, et elles sont assez nombreuses, qui contribuent aux décisions dans l'entreprise, une vraie prise de conscience de l'attente forte de nos salariés, y compris chez nous, y compris dans l'informatique, qui est un secteur quand même relativement peu exposé au risque, en tout cas à court terme, sur des sujets écologiques. Et donc la façon dont les mentalités globalement ont évolué a eu un très fort impact derrière sur notre capacité à mener des projets impulsés par le groupe. Hein, et je pense que suite à cette première année de communauté Greenmakers qui a très bien fonctionné, eh bien, lorsqu'on l'on a proposé de passer la très grosse majorité de notre achat d'énergie chez Enercop, hein, qui est un fournisseur coopératif très très mobilisé, très engagé, et forcément un peu plus cher, enfin en tout cas aujourd'hui un peu plus cher, parce qu'en plus il n'a pas la dimension des géants de l'énergie. Eh bien, il n'y a pas eu de débat. On a dit on y va. Et quand on a interviewé les salariés un an plus tard pour dire tiens, quelles sont les actions qui vous ont le plus marqué ces derniers temps, eh bien la souscription à Enercop est très souvent revenue. Aujourd'hui, on est en train de faire des audits énergétiques pour essayer de réduire nos consommations. On a lancé un projet qui consiste à piloter notre trajectoire carbone, réduire nos émissions, travailler sur la mobilité et puis contribuer à ce que d'autres acteurs puissent réduire leurs émissions, voire à faire de la compensation. Même si là-dessus, attention, surtout vu les débats qui pointent, la compensation n'est pas une solution, c'est plutôt un pansement qui est un dernier recours après avoir mis en place des actions de réduction pour contribuer réellement à l'atteinte des objectifs. Bon, voilà. Et tout ça s'est fait, je dirais presque facilement, ou en tout cas la décision a été prise facilement, parce qu'on avait fait émerger finalement cette culture commune à travers notamment la communauté qui regroupait et encore aujourd'hui plus de 80 salariés, mais qui évidemment essaime au-delà dans les équipes sur nos différents projets, parfois chez nos clients, etc. Et des projets comme finalement la certification B Corp, c'est venu de cette communauté, c'est venu d'où? Alors pas du tout pour le coup. Et là je vais faire un clin d'œil au dernier cabinet dans lequel j'ai travaillé qui s'appelle Profil, où là j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Et puis on était une jeune et petite structure. J'étais le premier salarié de la structure. Aujourd'hui ils sont 10 avec Geneviève Ferron et Creuset et puis Virginie Segers. Dans ce cabinet, dans ce petit cabinet, on a défriché certains sujets qui étaient encore très peu explorés à l'époque. Alors à l'époque, ça remonte pas si loin, mais il y a 5-6 ans. Et notamment le sujet des entreprises à mission. Le Profil avait initié un panorama international des entreprises à mission, partir à la rencontre d'entreprises situées dans des pays où il y avait déjà des statuts, comme la loi Pacte a permis de le voir émerger en France en janvier 2020, aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, par exemple. Et puis les missions de conseil que l'on a fait avec Profil qui m'ont amené voilà à m'éveiller là-dessus. Et donc quand j'ai rejoint Nord6, je l'ai rejoint avec une conviction très forte. Et c'est d'ailleurs un des partis pris qu'est le nôtre aujourd'hui, ce que l'on évoque dans notre livre La perma-entreprise, c'est que ça fait 30 ans que la RSE existe et elle a évidemment permis de progresser, de faire des pas en avant, mais malheureusement en 30 ans, la situation du monde, on peut pas dire qu'elle se soit améliorée. Et si
Et si je tente d'avoir des propos un petit peu provocateurs, mais pour faire réagir en tout cas et générer des débats, non pas pour être non constructif, je dirais que pour un certain nombre d'entreprises, la RSE a surtout permis de gagner du temps pour continuer à faire du business comme d'habitude. Et ça, c'est malheureux. Je vais prendre une caricature. On peut très bien faire un certain nombre d'actions RSE, des achats responsables, l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes, le respect de la diversité, les notions de handicap, mais on peut très bien avoir une activité qui est éminemment destructrice pour la planète, comme vendre des engrais chimiques polluants. Pour ne citer personne, mais donner un exemple, je pense que tout le monde verra bien de quoi on parle. Ouais, quand tu dis la RSE a permis finalement de continuer à faire du business comme d'habitude, je ressens autant de colère qu'à la fin du film Legacy qu'on a regardé avec mon fils de 11 ans qui à la fin me dit mais comment ça se fait qu'on sait ça depuis si longtemps et qu'on fait rien? Et là, j'ai ressenti le même niveau de colère là dans ce que tu dans ce que tu viens de nous partager. Je sais, tu vois, bon, je le dis néanmoins en restant très calme. Je sais pas si c'est de la colère, mais en tout cas, c'est un constat malheureusement assez implacable. D'envie de changement, alors, pour le D'envie de verbaliser changement autrement. et de preuve que notamment des entreprises de très très grande dimension, à l'actionnariat parfois très dilué ou très concentré, qui sont sur des logiques de rentabilité, systématisent la priorisation de cet aspect économique de leur activité. Et ça, aujourd'hui, ça devient un très 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 gros problème. Donc voilà, en tout cas, voilà le constat. Et donc ce qui m'a donné beaucoup d'enthousiasme et d'envie de m'investir encore davantage quand j'ai découvert cette thématique de l'entreprise dite à mission, c'est que lorsque vous menez une démarche sincère de cette nature, vous questionnez l'impact de votre business. Donc finalement, vous n'êtes plus que sur des actions qui pourraient être périphériques par rapport à votre business, mais des actions qui sont au cœur de ça. Quels sont les impacts environnementaux de mon produit ou de mon service? Quels sont les impacts sociaux? Est-ce que ça crée de l'emploi? Ok, mais est-ce que c'est un emploi de qualité? Est-ce que je peux renforcer l'employabilité des gens à travers mon activité? Est-ce que ce service, je peux le rendre accessible à d'autres populations sur d'autres modèles d'affaires, mais qui permettent de généraliser l'accessibilité si tant est qu'ils apportent un bénéfice aux êtres humains. Donc, tu vois, on change quand même radicalement le prisme dans le modèle. Et bon, c'est ce qu'on appelle définir une raison d'être, mettre des objectifs derrière, une raison d'être qui intègre les enjeux sociaux environnementaux autant que possible, évidemment. Et donc, quand je suis arrivé chez Nursi, je suis arrivé avec l'idée qu'il fallait qu'on aille là-dessus. Encore une fois, le terreau fertile était très bon, mais l'entreprise avait beau être ISO 26000, donc la norme RSE niveau exemplaire depuis 6 ans, niveau exemplaire, mais ça voulait pas dire que c'était la meilleure boîte du monde ou la boîte la plus engagée du monde. Ça voulait dire qu'il y avait un souci de ces sujets-là depuis bien longtemps. Et il y avait un souci de l'impact humain, des développements logiciels que l'on fait. Il y avait encore très peu le souci de l'impact écologique, parce qu'honnêtement, il y a 5-6 ans, c'était un sujet pour personne. Ça fait que 2-3 ans qu'on commence à dire attention, le numérique, ça pèse plus lourd que l'aviation, c'est une croissance exponentielle, il faut qu'on fasse attention. Mais c'est tout récent. Donc voilà. Et en fait, je suis arrivé avec l'idée de dire on va mettre en place ce truc-là. Et donc, en 2017, on a déterminé une raison d'être. En 2018, on l'a mise dans les statuts. Et pour vérifier que tout ça était bien sincère et surtout qu'on avait déjà une certaine performance, par contre, on peut parler de performance, on peut parler d'optimisation lorsque l'on est là-dessus. Si on optimise pour avoir un meilleur impact social, eh bien optimisons à fond. Voilà, il y a des mots qui ne sont pas des gros mots, mais qui doivent être mis au service de causes justes. Et donc, lorsque l'on a mis ça en place, on s'est dit, il faut que l'on soit capable d'évaluer dans quelle proportion on répond vraiment à ce qu'on dit. Et nos actes sont alignés. Donc c'est là que, après avoir créé cette raison d'être, l'avoir mise dans les statuts, on a voulu se frotter au référentiel B Corp, parce que à ce moment-là de l'histoire, c'est le seul référentiel qui permet d'avoir un regard critique sur l'impact du business model. Et puis en plus, B Corp était un mouvement déjà international qui fédérait déjà 2000 entreprises certifiées à l'époque. Aujourd'hui, il y en a plus de 3500.
qui pour la France réunissait des entreprises que l'on connaissait un petit peu et qui étaient plutôt dans le très haut du panier des entreprises engagées. Donc évidemment derrière avec cette notion de partage, d'apprentissage commun, de groupe de travail qui moi m'attirait beaucoup. Et c'est ce qui a motivé notamment le fait d'aller chercher Bicorp. Et aujourd'hui, on pourrait peut-être même jusqu'à aller parler de marque employeur, voilà, de bénéfices pour la marque employeur. Ça reste encore assez peu vrai dans nos métiers, hein. On est entreprise d'informatique, donc les équipes ne savent pas forcément ce qu'est Bicorp. Mais par contre, lorsqu'on en parle, ça les intéresse beaucoup. Et il y a quelques semaines, tout juste, on a fait un webinaire interne dédié à Bicorp. Il y avait, je crois, 120 salariés qui étaient présents pour mieux comprendre ce que c'est, ce que ça nous apporte et comment ils peuvent contribuer au progrès de Norcis en s'appuyant sur ce type de certification. Donc ça montre bien que il y a quand même des lignes qui bougent. Si je comprends bien, finalement, il y a eu deux démarches dans deux sens différents. Les Greenmakers, qui est une communauté dans une démarche plutôt bottom up, portée par les collaborateurs qui choisissent les sujets, la manière de s'organiser et qui s'expriment concrètement et impulsent. Et de l'autre côté, ce que toi t'as poussé autour de l'entreprise à mission, autour de la certification Bicorp. Et je note, j'ai trouvé ça fort comme résumé qui permet d'avoir un regard critique sur l'impact du business model. Maintenant, la perm entreprise. Donc ça, dans une démarche finalement plus top-down. Mmh. Comment ça s'articule ensuite? Comment Alors, je sais pas si je peux te donner une réponse précise à ça, mais ce qui me vient spontanément, c'est que depuis déjà assez longtemps, il y a une gouvernance qui se veut assez participative dans l'entreprise, voire très participative parfois. Je te donne un exemple. On avait, j'évoquais la performance globale tout à l'heure, créé notre propre label interne. Parce que lorsque tu fais une certification ou une labellisation, que ce soit RSE ou Bicorp, c'est la même pour tout le monde. Or, une entreprise a des singularités, elle a des enjeux qui sont propres, elle a des forces qui sont propres, et donc on voulait avoir quelque chose qui soit qui soit inspiré de ces référentiels-là, mais qui soit aussi basé sur nos spécificités. Et tous les 2 ans, on fait un audit interne, on évalue nos différentes agences et on organise un grand séminaire. Chaque agence vient avec les quelques membres de sa direction et choisit quelques salariés qui sont acteurs de la vie de l'agence, qui s'impliquent et qui vont pouvoir participer aux décisions. Eh bien, exemple, il y a 2 ans, notamment sur l'écologie, tiens, pour rester sur cette thématique, on a fait des propositions comme le fait de dire on s'interdit de prendre l'avion si on peut faire un trajet en moins de 6 heures autrement. Comme le fait de dire on s'interdit la viande lorsque l'on fait des événements en agence. On a fait une proposition qui était d'évaluer ou d'expérimenter les vélos de fonction, ce genre de choses. Et ça, on le soumet au vote. Alors là, je te donne des exemples sur l'écologie, mais c'est vrai aussi sur des choix en matière d'impact social, de RH, etc. Et donc là, c'est quand même un processus de démocratie en entreprise où tu as 60 salariés sur 500 à l'époque, 520. Donc tu vois, ça fait plus de 10%, qui choisissent ensemble si oui ou non on s'engage sur certains projets. Et donc dans l'entreprise, il y a cette approche très participative qui fait qu'à travers différents dispositifs, on a quand même un nombre de salariés qui peuvent contribuer fortement à l'évolution de l'entreprise. Je te dis ça parce que dans l'articulation de ces différents projets, de ces différents moyens d'engager davantage l'entreprise. Bon, là, c'est un podcast où on échange tous les deux, mais on travaille en très forte proximité avec une dizaine de personnes sur ces sujets-là, et on implique beaucoup plus encore de personnes sur la façon de l'orienter, sur la conduite du changement, sur la diffusion. On travaille avec les responsables RH pour qu'en agence il puisse y avoir des initiatives. Les directions d'agence évidemment sont impliquées. Et là, si j'atterris sur des choses très récentes, on est donc en train de déployer ce nouveau projet qui s'appelle la perm entreprise. Et puis je pourrais t'en toucher un mot ensuite. Pour le déployer, on a à la fois mobilisé un collectif de salariés qui représentent différents métiers, différentes agences,
ils sont une dizaine, et avec eux, on est en train de travailler sur quel projet on veut mettre en place autour de la perma-entreprise, quelles actions on veut mettre en œuvre, quels sont nos objectifs d'impact sur ces actions. Ensuite, on fait des relectures avec le comité de direction, parce qu'on est évidemment, ils seront acteurs de ça demain dans les territoires avec nos agences. Mais on a aussi initié une démarche qui consistait à interroger 200 salariés sur quelles pouvaient être leurs idées pour répondre aux enjeux que nous avons déterminés dans le cadre du projet de perma-entreprise. Ça veut pas dire qu'on va tous les choisir ou les mettre en œuvre, mais ils ont eu la parole. Et ensuite, avec la dizaine de salariés qui constituent un petit collectif que j'anime, on a tout passé au peigne fin pour voir ce qui pouvait nourrir notre feuille de route. Voilà. Donc, tu vois comment on essaie d'articuler les choses pour que tout cela soit à la fois des initiatives parfois qui viennent d'en haut, comme on dit, mais surtout qui sont liées à une vision de ce que doit devenir Nord6 et de ce que l'on veut faire de notre entreprise comme un lieu de réponse aux enjeux de notre siècle, mais aussi comment on fait en sorte que les salariés s'en sentent acteurs et puissent avoir une influence dans la façon dont tout ça se passe. Donc j'entends finalement des projets, des impulsions qui viennent du haut, avec des communications qui viennent du haut, un appel au volontariat et donc des initiatives, des impulsions qui viennent des volontaires et qui sont complètement libres. Et puis entre une vraie réflexion sur la gouvernance, sur la manière de prendre des décisions et d'impliquer le plus de collaborateurs possible. Et j'entends sur tous les territoires et dans tous les métiers, sur des prises de décision qui modifient vos comportements et votre business profondément. Ouais, alors disons que les degrés d'impact varient selon les sujets. Et ce qu'on essaie de faire, c'est que on essaie de faire ça intelligemment, c'est-à-dire que selon les sujets, la difficulté à les mettre en œuvre ou l'impact que ça peut avoir sur les équipes, on va s'attendre à différents niveaux d'adhésion. Tu vois, il y a des projets sur lesquels on sait que la conduite du changement sera difficile. S'il n'y a pas adhésion forte au départ, peut-être qu'il vaut mieux pas y aller parce qu'on va s'épuiser et on va épuiser tout le monde pour faire quelque chose qui finalement ne marchera sans doute pas si au départ l'idée ou la vision n'est pas assez convaincante. Et en fait, je crois que ce qui fait qu'aujourd'hui tout cela vit bien, c'est que cela fait des années, voilà, même depuis la naissance de l'entreprise, je pense qu'il y a une volonté constante de créer un cadre bienveillant. Parce que, par exemple, tu évoquais la liberté d'action. Alors cette liberté d'action, elle est très vraie dans bien des domaines, mais elle peut pas être vraie partout. Lorsque l'on a des projets pour des clients, il faut bien qu'à un moment donné, il y ait des personnes qui prennent les décisions, qui se mouillent, qui parfois assument les risques, sont confrontés aux clients en direct, par exemple. Et donc, évidemment, dans ces cas-là, on peut pas tous être en totale liberté. Donc, le tout, c'est de créer un cadre de bienveillance. Et puis, bon, pour rester dans la thématique du jour, si j'en reviens à l'écologie, on a eu des cas de figure dans la communauté Greenmakers où des personnes voulaient tellement pousser des sujets, étaient tellement convaincus avec des choses qui les prenaient aux tripes que ça a pu créer des tensions parce qu'il y avait des points de désaccord. Donc, il a fallu à ce moment-là être vigilant pour que tout ça reste positif et quelque chose qui soit bien vécu par tout le monde. Et même sur ces sujets-là, qui étaient un sujet hors métier au départ, hors business, un endroit libre pour partager ensemble, il y a pu avoir des tensions. Voilà, donc c'est un jeu d'équilibriste qui peut être très complexe, surtout lorsqu'on a une échelle comme la nôtre avec des disparités de situations, de clients, de types de missions selon nos territoires, voire de métiers. C'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile et on est en constant ajustement pour faire en sorte que ça puisse qu'on puisse trouver le bon équilibre et faire en sorte qu'on ait à la fois des impulsions du groupe qui sont mobilisatrices et à la fois une liberté de parole et d'agir chez les équipes pour qu'elles se sentent pleinement actrices de tout ça. Donc on a parlé de la direction, on a parlé des collaborateurs, on a parlé des partenaires, des fournisseurs, notamment sur le choix du fournisseur d'énergie. Comment vous faites avec vos clients aussi pour les embarquer, car tu disais finalement vous avez choisi un fournisseur d'énergie finalement plus responsable, et donc pas forcément moins cher, au contraire. J'imagine que quand vous avez à pousser des solutions technologiques plus responsables, ça a aussi des impacts en termes de
de coûts, de sécurité, de prise de risque pour vos clients? Comment est-ce que vous travaillez ça? Bah alors déjà on le travaille au sein de notre pôle d'innovation avec nos méthodes StyleUp par exemple. Notre pôle d'innovation, ce qui s'appelle les Pirates, c'est un acronyme qu'on a trouvé qui nous amuse bien, qui nous amuse bien. Faut savoir s'amuser en étant sérieux, hein, sinon sinon ça devient difficile, surtout en ce moment. Euh, Il y a l'épisode avec Bénédicte Tilloy qui parle de la dynamique de la marine royale et des corsaires en entreprise, si tu Bah veux. voilà, tu vois, on est là-dedans, on est Mm. là-dedans aussi. Non, écoute, les mentalités commencent à évoluer, mais c'est encore un peu difficile. Tout dépend aussi du type de client que tu as en face. Mais je vais te donner un exemple. On a fait notre premier bilan carbone en 2007 et en 2011, on s'est dit tiens, ça serait intéressant de transformer ou de travailler un peu cette méthodologie de bilan carbone pour créer un outil qui nous permettrait de préévaluer les émissions de CO2 d'un projet informatique. Alors non pas sur la partie numérique parce qu'à l'époque il y avait pas de data accessible pour le faire, mais déjà sur le périmètre bilan carbone, c'est-à-dire le déplacement des équipes, les consommations d'énergie, les déchets, etc. Et entre 2011 et 2019, je pense que jamais un seul client nous a demandé de lui expliquer ce c'était quoi ce truc, comment on l'avait calculé et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour le baisser. Voilà. Euh, Parce que nos clients, ce sont pas des directions RSE ou développement durable. Nos clients, ce sont des directions de systèmes d'information. Ils ont des enjeux d'évolution de métier, de transformation de leur organisation qui sont monstrueux et donc leur attention première, elle est concentrée là-dessus. C'est bien Mm. légitime. Je jette pas absolument pas la pierre, mais c'est plus pour te donner un peu l'état de l'art à l'époque, quoi. Voilà. Mm. Et là, les mentalités commencent à évoluer. Euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est que depuis quelques années, et ça c'est aussi lié à notre cheminement autour de notre démarche d'entreprise à mission, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait notre métier, donc notamment comment on réduit l'impact environnemental de ce que l'on fait, comment on rend les gens acteurs, comment on limite ou comment on fait en sorte de créer des solutions plus inclusives qu'exclusives, parce que ça va devenir un enjeu aussi assez fort à l'avenir dans le monde du numérique. Et puis, pour qui on le fait? Alors, il se trouve que nous, historiquement, notre métier, on le fait énormément au service des acteurs de la santé, au premier rang desquels l'assurance maladie. Voilà, donc les outils que vous connaissez tous comme Amélie, ben ils sont pour tout ou partie conçus chez nous. On intervient beaucoup sur tous les systèmes qui sont derrière, ce qu'on appelle le back office, qui permettent d'avoir l'information qui circule de façon sécurisée. Bon voilà, et on intervient énormément là-dessus. C'est à peu près la moitié de notre activité encore aujourd'hui, la santé, les mutuelles, les caisses de retraite, voilà. On travaille aussi beaucoup pour les acteurs du retail parce que l'entreprise est née dans le nord de la France et que on a beaucoup de beaux projets à mener avec eux. Mm. Et bon, le retail a pu souvent être pointé du doigt en matière environnementale depuis quelque temps. N'empêche que s'il n'y avait pas eu des retailers et des sites e-commerce entre mars et la fin d'année dernière, je peux voir encore aujourd'hui, je pense que on aurait tous été très très embêtés. Donc il faut faire attention à pas devenir binaire. Il faut toujours essayer de garder un regard critique, mais avec un avis qui soit éclairé, en se renseignant, en prenant pas toutes les infos qui nous tombent dessus comme ça, sans les travailler davantage, parce que voilà, moi j'ai vu des cas où on pointait du doigt le grand méchant loup parce que c'était facile, et puis finalement quand on creuse un peu, on se rend compte que rien n'est si binaire. Et c'est vrai d'ailleurs dans les deux sens, hein, que ce soit lorsqu'on dit ah ces gens sont merveilleux ou lorsqu'on dit ces gens sont terribles. Voilà, j'essaie toujours de prendre un peu de recul par rapport à ça. Et nous, on a des beaux projets à mener avec nos clients dans ce secteur-là, qui travaillent sur dans différents domaines, hein, bien sûr. Et le troisième sujet, pardon, j'ai fait une petite digression, c'est la transition écologique. Et on travaille de plus en plus avec des acteurs de la transition écologique comme l'Office français de la biodiversité, comme l'Agence de l'environnement, de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. Et ce qui est intéressant, c'est que, bah, évidemment, à travers ces partenariats-là, on est en train d'accélérer dans notre Mm. capacité à restituer de ce que l'on fait, à mesurer l'impact, voire à créer des outils en commun qui demain pourront toucher un grand nombre d'acteurs. Par exemple, avec l'Agence de l'environnement, avec l'ADEME, on a récemment investi conjointement dans un projet sur lequel on a cherché à créer un outil de mesure du bilan carbone individuel dans le cadre professionnel.
Parce qu'aujourd'hui, il existe plein d'outils pour le faire dans le domaine personnel, mais dans le domaine pro et comme un outil qui rend les gens conscients de leur impact et qui peuvent donner envie d'agir davantage dans le cadre professionnel pour réduire l'impact des entreprises, eh bien, on se dit qu'il y a matière là à créer du changement. Et tu vois, notamment, comme on le disait tout à l'heure, en rendant chacun acteur, en faisant aussi en sorte qu'il y ait des choses qui partent des salariés, notamment avec leur motivation, leur énergie, qui est une magnifique source de changement. Et voilà. Et ça, c'est un bon exemple de projet qui émerge de plus en plus chez nous et qui font que notre métier, on va le mettre de plus en plus au service de ces enjeux-là, et en le faisant avec de plus en plus d'exigences sur l'impact que cela peut avoir, notamment au niveau environnemental. Mmh. Ah, c'est top. C'est vrai que là, cette semaine, avec la communauté des Canaries, on a fait l'atelier de la fresque du climat ensemble. Et donc, moi, ça m'a donné, je l'avais jamais, j'ai honte, hein, mais j'avais jamais fait mon impact carbone personnel. Donc, du coup, je l'ai fait tout de suite après. Et ensuite, j'ai essayé de regarder effectivement les outils qui existent. Il y en a pas mal pour le perso, mais à l'échelle de l'entreprise et des entreprises, parce que selon l'environnement, la façon de le mesurer, les enjeux sont un peu différents. Donc Mhm. c'est un vrai chantier, c'est un vrai chantier urgent. Et quels sont les projets ou les démarches qui ont pas du tout fonctionné et pourquoi? Euh, alors spontanément, je pense à certaines actions assez précises qui pouvaient être contraignantes. Par exemple, en ce moment, il y a beaucoup d'acteurs qui disent il faut absolument trier ses mails. Pourquoi pas, mais lorsque l'on regarde l'ensemble des impacts du numérique, les mails, je crois que ça pèse pour 0,01%, alors que le fait de regarder des contenus vidéo des heures durant tous les jours, ça pèse plutôt 60% du trafic web, par exemple. Donc Mmh. voilà, faut savoir s'investir dans les sujets qui sont les plus gros leviers. Donc moi aujourd'hui, par exemple, lorsque l'on réfléchit avec les équipes à des actions, des nouvelles actions que l'on pourrait mener, ben, on réfléchit davantage à comment faire en sorte que chacun ait le réflexe de couper la caméra après 5 minutes de call, parce que ça sert à rien quand il y a un partage d'écran de la garder, parce que ça multiplie par 12 le flux de données que faire une visio avec la caméra que sans. Eh bien, c'est peut-être plutôt ça qu'il faut enfin qu'il faut demander comme effort aux salariés, plutôt que de leur demander de passer 3 heures à trier leurs mails tous les mois. Voilà, sachant que derrière, il peut avoir des problèmes d'indexation pour retrouver des choses. Enfin bon, voilà. Donc tu vois, il y a des exemples comme ça d'actions qu'on a voulu lancer un peu trop vite, sans vraiment s'interroger sur l'impact que ça pouvait avoir sur les gens, et le réel gain qu'on en obtient. C'est arrivé quelques fois, voilà, ou sur des initiatives qui ont été prises par des grid makers et qui ont pas toujours marché, parce que par exemple, on avait initié à Paris on avait demandé un permis de végétaliser pour créer un petit jardin d'extérieur dans la rue et puis contribuer un peu à l'embellissement du quartier où nous sommes. Bon, bah, ça a pas marché parce que derrière, il faut de l'entretien. Il aurait fallu embarquer le voisinage et on n'a pas réussi. On a essayé, mais on n'a pas réussi. Et que toutes les semaines, il y avait des canettes et des mégots de cigarettes dedans, et qu'au bout d'un moment, on a lâché l'affaire, quoi. Mmh. Donc, donc voilà, je crois que maintenant, la difficulté pour nous, c'est que face à l'attente au niveau d'engagement et à l'exigence aussi qu'on doit mettre dans notre métier, parce qu'on a un positionnement dans notre secteur qu'on veut faire du haut de gamme. On peut pas tout faire. Donc aujourd'hui, l'enjeu, ça va être de réussir à trouver des équilibres pour éviter que tout le monde s'épuise, à vouloir à la fois être hyper exigeant dans ce que l'on fait vis-à-vis de nos clients, avoir des démarches qualité très très fortes, prendre en compte les enjeux écologiques, faire de la convivialité. Enfin voilà, les journées sont pas extensibles et chacun a le droit de vouloir couper à 18h, 19h, je sais pas, ça dépend, parce qu'il y a une vie après le travail. Voilà. Et donc je crois que ça va être un des gros enjeux que va être le nôtre à l'avenir, notamment avec le déploiement de notre projet de perma-entreprise. Mais pour cela, on anticipe un petit peu en ayant très fortement dans le radar un enjeu fort, et ça va être un de nos 8 enjeux très forts à l'avenir dans les projets que nous allons conduire. C'est comment l'entreprise est capable d'accompagner les salariés dans leur capacité à régénérer leur énergie.
Voilà, que ce soit régénérer l'énergie, enfin régénérer, c'est un mot-clé de la permaculture, qu'on a donc transposé en analogie à l'entreprise. Et donc l'idée de régénérer l'énergie des salariés, l'énergie tout court, ou les ressources naturelles, par exemple, sont des enjeux que l'on va travailler à l'avenir avec ce nouveau modèle d'entreprise, qui vise non pas à penser en silotant les parties prenantes, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais en matière d'engagement pour mes salariés ou pour mes clients, mais quels peuvent être les enjeux fondamentaux, que ce soit sociétaux ou de l'entreprise. Et là, il peut y avoir des deux. Et ensuite, comment j'agence, et ça c'est un autre mot-clé de la permaculture, comment j'agence mes parties prenantes, quelles qu'elles soient, autour de projets qui vont répondre à l'enjeu. Et tu vois, si j'en reviens à mon exemple des mails, eh bien, au lieu d'enquiquiner tout le monde avec cette action il y a 3 ans sans trop savoir pourquoi, mais juste parce que c'était un peu la mode du geste écologique dans le numérique, bah, c'est de se dire, si on le fait, c'est parce que ça répond à un enjeu qui est de limiter considérablement notre impact carbone ou notre impact environnemental, parce que on veut répondre à un enjeu de société qui est de respecter les accords de Paris. Bon, sauf qu'en l'occurrence, nous, on s'est dit que l'échéance c'était 2030 et pas 2050, mais ça, c'est un autre débat. La perma-entreprise, c'est ta vision de l'entreprise de rêve? C'est une question dure, ça. Non, je vais pas dire de l'entreprise de rêve, mais tu vois, on a chez Norcis fait un cheminement qui nous a amené à avoir un fort niveau d'exigence sur la RSE, puis avoir un fort niveau d'exigence sur l'impact avec le modèle, avec la certification B Corp, d'obtenir le statut de société à mission l'année dernière. Hein. C'est-à-dire que donc, dans nos statuts, on a la raison d'être, mais on a aussi des objectifs d'impact, pour lesquels on va être contrôlé dans une douzaine de mois maintenant. Ouais, c'est ça, une douzaine de mois. Donc, on a fait ce chemin. Et puis, en fait, au bout d'un moment, il se trouve que ça commence quand même à être un petit peu difficile à la fois de piloter tout ça et d'expliquer aux salariés, à quoi servent tous ces labels, toutes ces certifications, comment ils s'articulent. Il faut que le projet d'entreprise reste le plus lisible possible. Et en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis très enthousiaste dans la mise en œuvre de ce nouveau modèle, c'est que il est en train de nous permettre de donner beaucoup plus de lisibilité et de clarté à tous ces modèles d'engagement, ou à tous ces dispositifs. Parce que dans la démarche, on part de la raison d'être. Cette raison d'être, elle doit être alignée sur 3 principes éthiques fondamentaux qui sont ceux de la permaculture et que on peut appliquer à l'entreprise. Il y en a 2 qui sont assez logiques, c'est préserver la planète et puis protéger les êtres humains. Mais il y en a un troisième qui est peut-être beaucoup moins inné chez les entreprises de manière générale, c'est le fait de se fixer des limites. Et donc, désormais, tous nos projets vont essayer de répondre à ces principes éthiques fondamentaux et indissociables, qui sont les piliers, les fondations du modèle de la perma-entreprise. Dès lors que vous avez cette raison d'être alignée avec les principes, vous allez déterminer des enjeux. Et donc, encore une fois, ces enjeux peuvent être assez singuliers ou très liés à votre modèle. En l'occurrence, nous, on a par exemple un enjeu qui est d'être reconnu comme une entreprise de services numériques haut de gamme, parce que c'est notre positionnement dans notre secteur. Mais on a aussi un enjeu qui est de limiter notre impact environnemental et essayer de régénérer les ressources naturelles à notre niveau, avec nos moyens. Bah, tu vois, ça, c'est un enjeu qui est qui pourrait être commun à toutes les entreprises. Donc finalement, à travers ce modèle, on est en train de reprendre les notions de mission, d'engagement, d'impact, mais en les mettant dans une perspective qui va être beaucoup plus claire et lisible pour l'ensemble de nos salariés, évidemment pour nos parties prenantes externes aussi, nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs, etc. Et moi, je suis archi convaincu que grâce à cela, on va être bien meilleur dans la capacité à mobiliser des écosystèmes pour répondre aux enjeux. Voilà. Et les premiers éléments qui pointent le bout de leur nez sur les actions que l'on veut mettre en œuvre, sur qui on va impliquer, etc. Là, pour le coup, me laisse à penser que les prochaines années chez nous vont être de belles années. J'espère qu'elles le seront au niveau sociétal aussi, avec un peu plus de liberté retrouvée, etc. Évidemment. Mais dans notre projet d'entreprise chez Norcis, et puis avec les retours que l'on a de l'extérieur suite à la sortie du livre aussi, je suis très enthousiaste sur les années qui s'ouvrent devant nous et j'espère que je parviendrai avec mes modestes moyens mais toute mon énergie et ma conviction à faire rayonner ça chez nous et au-delà. Finalement, si je comprends bien, la perma-entreprise permet de travailler sur ce paradoxe de produire du numérique
et en même temps de protéger les hommes, la planète et de se fixer des limites? Oui, en fait, je dirais que assez spontanément, c'est des choses qu'on faisait déjà pas mal. La différence, c'est que là, on apporte un cadre et un cadre structuré. Voilà. En quoi on est capable de se fixer des limites sur les choix que l'on fait dans les projets que l'on réalise pour nos clients, voire dans le choix des clients, hein, parce que on décide évidemment parfois de ne pas travailler avec certaines entreprises. On a créé un conseil éthique il y a 2 ans maintenant, et depuis, il s'est passé des choses assez extraordinaires, mais qui ont consisté à ce que on soit capable d'accepter de refuser des projets pour lesquels les clients nous voulaient, qui allaient permettre de générer de la croissance, de recruter quelques personnes en plus, enfin d'être dans les logiques habituelles, mais parce que ça ne répondait absolument pas, ou pas suffisamment en tout cas, à ce que l'on souhaite mettre en place en tant qu'entreprise de services numériques. Et ça me semble être fondamental, et je crois que le cadre que l'on va apporter grâce à ce nouveau modèle va faciliter aussi la compréhension pour les équipes, l'alignement de chacun, euh, et c'est ça qui fera la puissance du modèle demain, si tu veux. Perma-entrepreneur, perma-collaborateur sont des nouveaux métiers? Ils vont tendre à le devenir. Il se trouve par exemple que on va mener un projet qui va consister à décliner cette approche sur des méthodes de travail, sur des métiers ou sur des postures que l'on a en tant qu'entreprise de service. Lorsque l'on est dans le service pour nos clients, ça veut dire quoi? Prendre en compte ces enjeux ou ces principes éthiques, par exemple. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va travailler effectivement sur la déclinaison de ces aspects-là. Alors, ça ne fera pas des nouveaux métiers à part entière, mais ça va permettre de faire évoluer nos métiers positivement, et ça va permettre d'aider chacun à intégrer cela dans son quotidien. L'éthique, c'est quoi? L'éthique, c'est finalement, c'est mener une réflexion raisonnée, étayée en vue, pardon, du mieux agir. Voilà, c'est ce qu'on va essayer d'apporter à chacun. C'est la capacité à appréhender différents enjeux, qu'ils soient économiques, humains, environnementaux, par exemple, en vue du mieux agir, et en sachant trouver les équilibres, parce qu'il faut pas rêver. Voilà, on sert nos clients ont des attentes, on doit livrer dans certains délais. On pourra pas toujours faire le projet le plus sobre écologiquement qui soit. On fera de notre mieux, on va l'anticiper, mais voilà, il faut pas non plus être trop idéaliste. Par contre, on peut être utopiste et croire que de nouvelles façons de faire sont réellement possibles, que on peut inspirer d'autres à engager des transformations de cette nature aussi demain, et c'est une de nos ambitions. Mais bon, voilà, on va chercher à faire en sorte que chacun en soit acteur, tout comme d'ailleurs aujourd'hui chez Norcis, on cherche à faire en sorte qu'il y ait différents leaders sur des sujets. On veut pas avoir le grand gourou d'une thématique. Euh, S'il se révèle naturellement et qui permet de progresser plus vite, tant mieux. Mais c'est essentiel qu'il soit confronté, qu'il soit face à d'autres avis, qu'il soit et qu'il soit capable de libérer les autres pour qu'eux-mêmes deviennent ces personnes, que ce soit localement ou à l'échelle de l'entreprise. Thomas, quel est ton canary call, ton cri d'alerte? Pardon, il se trouve que j'interviens dans différentes écoles pour parler de ce type de sujet. Et que pour la première fois de ma vie, alors je suis pas très âgé, mais ça fait quand même 6 ans que je fais ça. Pour la première fois de ma vie, lors d'un cours d'une journée entière, il y avait parmi les étudiants des collapsologues. Donc des étudiants convaincus que la société ne saura pas se réinventer positivement à moins d'un effondrement. Et donc un effondrement qui va évidemment appeler à une forme de violence, qu'elle soit financière, qu'elle soit humaine, voilà. Mais qu'en tout cas, il faudra passer par ça pour qu'on sache se réinventer. Voilà, mon canary call, c'est les jeunes qui sont en école aujourd'hui, qui vont arriver dans les entreprises demain. Ils en viennent à penser comme ça, et ils ont peut-être raison. Hein, je les blâme pas, je vais pas juger de ça. Tout comme il y a 2-3 ans, il y a 26 000 étudiants, je crois, qui ont signé un manifeste pour le réveil écologique, et que les grandes écoles ont été un peu mises face à leurs responsabilités, les grandes entreprises surtout, pardon, mais les grandes écoles aussi, par leur capacité à proposer des cursus adaptés.
voilà, je crois que il y a une jeunesse, alors peut-être pas toute la jeunesse, et sans doute peut-être plus la jeunesse qui est dans le confort que l'autre jeunesse qui a des problèmes plus immédiats. Mais là, il faut se bouger, quoi. On peut plus se permettre d'attendre parce que sinon les entreprises n'attireront plus les talents. Parce que sinon, ces jeunes-là, ils vont aller dans d'autres formes d'organisation qui vont être beaucoup plus radicales, et que si on veut continuer à vivre une vie assez douce et à rester optimiste, va falloir sérieusement se bouger pour que ces jeunes-là y croient encore. Voilà. Merci Thomas pour ce Canary Call. Pour conclure, quelle musique, quel titre aurais-tu envie d'écouter là maintenant tout de suite? Je suis un fan de hip-hop. Alors, la difficulté, c'est de trouver quelque chose qui soit cohérent et positif. Non, écoute, j'aurais envie d'écouter un rappeur français pour lequel j'ai beaucoup d'estime, qui s'appelle Akhenaton, qui a été un des membres fondateurs du groupe IAM, qui est évidemment mythique chez nous, et qui vient de sortir, ou qui va sortir, un disque vinyle sur lequel il y a un morceau de 17 minutes, dans lequel il avec sa plume, et Dieu sait qu'elle est belle pour quelqu'un qui est issu d'un milieu qui est souvent décrié pour la qualité de ses textes, qui est quelqu'un qui a une plume extraordinaire et qui dénonce un petit peu tout ce qu'on a évoqué, et qui porte un regard voilà, sur la façon dont la société évolue au niveau écologique, mais aussi au niveau social. Et donc voilà, j'aurais envie d'écouter ce morceau qui est un peu trop long pour nous peut-être aujourd'hui, Perrine, mais qui en tout cas voilà, vient de quelqu'un qui apporte un regard un petit peu différent et un style d'écriture un petit peu différent. Je trouve que ce choix de musique illustre bien l'énergie d'agir que tu transmets. Merci beaucoup. Merci à toi, Perrine, et puis écoute, à bientôt, en espérant te raconter de belles histoires sur ce projet que l'on a initié récemment avec la Perma-Entreprise, et puis qu'on pourra se satisfaire d'évolutions positives que l'on aura observées dans la société les prochaines années. L'ironie de la vie fait qu'à l'instant même où mon encre pose les premiers mots de ce poème, j'aurais tant aimé qu'elle puisse l'écouter il y a 1 heure, petite maman. Le ciel vient de te rappeler, sur mon t-shirt quelques larmes se dessinent. J'ai vu l'abeille, la colombe, Dieu, j'ai vu les signes. Ma mère a voué sa vie aux autres et les autres ont voué leur vie à eux-mêmes, lui laissant leur chariot de peine. Ses patrons, des fonctionnaires, se demandaient comment ils pouvaient stopper les actions de cette petite militante. Ils l'ont assise 1 an et demi sous une trappe ouverte, d'où tomber sans s'arrêter une pluie d'amiante. Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles. Ça pleure quand on prend Dieu sur leur salaire, alors le poison est dans l'air, il en tue 50 000. Mais c'est plus simple de fixer la peur sur le Covid. Ce qui nous arrive, c'est pas étonnant, c'est logique. C'est la course-poursuite où l'économie tue l'écologie. Je crois toujours en Dieu, si tu en doutes, mais comme c'est vers l'exprime, j'ai fini d'avoir foi en l'homme. Faut croire que c'est ainsi, faut croire qu'on le mérite. De la toundra s'évadera la 8e plaie d'Égypte. Quand je suis né, j'ai pari, j'ai pleuré. Au fond, je devais savoir où je mettais les pieds. Un sacrifice autel de la bêtise humaine. Les insectes qu'on écrase font plus pour l'homme que l'homme lui-même. Le système du capital tiendra si les plats posés sur la table ont un partage juste. Capitalisme 2020, c'est Judas qui boit tout le vin, mange tout le pain, Jésus qui l'excuse. De nos jours, on décrit les hypermarchés. Il y a 50 ans, le peuple a fait leur succès. Et pour tirer les prix, ils ont fait de la bouffe chaud. Comment les croire eux et leur fausse étiquette bio? Nous sommes responsables de cette situation. On vote, on manifeste, on hait ce qui arrive. On hait ce qui arrive, on rame à la dérive. Mais la révolution se fait par la consommation. En France, santé, prévention, c'est divorce. Du coup,